Bonjour à tous. Alors, on sait généralement ce que c'est qu'un logo, un logotype. On entend souvent parler de logo. Euh, J'avais envie de parler d'identité visuelle afin de proposer finalement un balayage un petit peu sur le plus que peut apporter un logo. Et donc à l'école de Condé Nancy, en année de prépa, on voit très rapidement effectivement ce qu'est un logo par rapport à des outils euh, qui sont constitutifs du logo, c'est-à-dire des formes simples, des couleurs, des agencements de l'un avec l'autre par rapport à de la modularité, à de la typographie, à de la composition, à de l'assemblage, de formes, etc. Pour commencer petit à petit à donner des valeurs. Et puis dans la deuxième et troisième année de spécialisation en design graphique, on va plutôt renforcer comment dire, les champs lexicaux, le travail justement de conceptualisation par le biais de ce qu'on va appeler des axes conceptuels. Les axes conceptuels, ce sont des mots, ce sont des idées, et puis petit à petit, on va enrichir cette notion de logotype. Et pour moi, le mot identité visuelle, c'est vraiment le sens principal de ce qu'est un logotype. Finalement, un logotype, c'est une partie de l'identité visuelle. Donc là, on va un petit peu balayer tout ça par une petite présentation et puis ça va vous donner, je pense, une meilleure idée de ce qu'est un logotype et par extension donc d'une identité visuelle. Alors la première chose par laquelle j'ai envie de commencer, c'est une rue. Euh, c'est une rue commerçante. Je pense que tout le monde connaît ce type de rue. Et un un des gros éléments principaux de cette rue, c'est le vocabulaire visuel. En tout cas, c'est tout l'aspect graphique qu'on retrouve dans cette simple photo de rue. On a des éléments graphiques partout. Alors, on a une architecture, hein, et puis sur cette architecture, on va retrouver plein de symboles, plein de lettres, plein de couleurs. Donc même les gilets fluorescents qu'on voit, pour moi, c'est déjà aussi de l'identité visuelle, en tout cas un langage graphique, on cherche à interpeller. Et puis c'est le cas de toutes les enseignes de magasins qu'on va voir à droite et à gauche. Euh, et ça, c'est un fait dans notre société occidentale. Le graphisme est absolument partout. Et à travers ce mot de graphisme, là ici, on va retrouver des identités visuelles. Derrière chacune de ces identités visuelles, de ces langages graphiques, on va retrouver des choses. Ça, on va le voir tout au long de la présentation. Il y a un point d'ailleurs qui est assez intéressant ici, c'est que finalement, cette rue-là, j'aurais pu prendre une photo de n'importe quelle rue, n'importe quelle ville. Euh, et en fait, ces indications, comment dire, ce graphisme-là, qui est présent dans cette rue, peut nous donner des indications. Et finalement, ce qui va nous donner des indications, c'est notre culture. En fait, le graphisme, c'est un code. Donc c'est un code qui permet de comprendre un message entre un émetteur et un récepteur. Donc ça, comment dire, c'est le schéma de la communication. Donc, quand je parle de code, pourquoi je parle de code? Parce que dans cette photo que je vous montre, il y a des éléments qui nous indiquent où on se trouve. Là, je pense que dans ces enseignes-là, on va retrouver des enseignes qu'on va retrouver partout en France. Et il y a une de ces enseignes qui est pas du tout française. Donc c'est Base, par exemple, qui est une, euh, c'est une entreprise de téléphonie belge. Donc on n'est pas en France, on est en Belgique. Donc à condition de reconnaître la rue dans laquelle on se trouve à Bruxelles, on aurait pu se trouver finalement n'importe où en Allemagne, en France, dans n'importe quelle ville, c'est un peu compliqué, mais là on a des éléments culturels qui nous permettent de savoir où on se trouve. Donc ça c'est le petit point en plus que je voulais donner par rapport au fait que une identité visuelle représente
un organisme, une société ou autre, on va avoir des éléments culturels qui vont se greffer là-dessus. Et le graphiste, le designer graphique a tout intérêt à comprendre les éléments culturels et à jouer avec. L'autre petit élément, alors petit élément, c'est pas un petit élément, c'est un élément fondamental, mais je voulais vous en parler, juste pour que vous compreniez ce que c'est ce que c'est qu'un symbole, ce que c'est que finalement le graphisme. Euh, eh ben le graphisme, c'est une association de signes. Et on repart encore une fois de la culture. Là, ce que je vous montre ici, c'est le schéma de l'évolution de la lettre A. Finalement, quand on lit l'alphabet, quand on voit une lettre, eh ben, c'est notre cerveau, lui, ce qu'il voit, c'est une forme, c'est un signe qui est dessiné, gravé ou autre, et en fait, notre cerveau, il voit ce signe et il l'interprète, il le décode et il comprend que c'est le signe qui veut dire A, c'est le son A. Pour que vous compreniez d'où vient la lettre A, donc qu'on retrouve ici, là, les deux lettres A qui sont les lettres A actuelles, il faut remonter à l'époque phénicienne, donc on est 2000 ans avant Jésus-Christ, et entre 2000 et 2400 ans avant Jésus-Christ, et on est dans une zone où on a plusieurs populations qui ont besoin de transmettre des messages, et on ne sait pas trop comment l'écrire en hiéroglyphes, puisque c'est des sons qui ne se transmettent pas en égyptien, donc voilà, on est sur des problèmes de sonorité entre la relation entre l'écriture du hiéroglyphe et l'écriture enfin, un autre système d'écriture qui passerait par le son. Donc finalement, les Phéniciens vont trouver comme système de d'écrire le premier son du mot concerné. Donc ici, le bœuf, le premier son du mot qui veut dire bœuf, ce mot c'est Aleph. Le premier son, c'est A. Donc on va signifier le son A par la tête de bœuf. Et progressivement, en fait, au fur et à mesure des âges, on va avoir cette lettre qui va se simplifier, se synthétiser, puis se retourner et devenir notre lettre A, à l'époque d'abord grecque, et puis latine, et le A ici qui apparaît à l'époque de Charlemagne. Donc on va avoir une progression finalement dans notre rapport avec les signes. Et l'alphabet que nous on utilise, on le connaît parce que c'est notre code culturel. Un Chinois ne va pas connaître l'alphabet occidental de prime abord, il va connaître les idéogrammes, alors que nous on ne connaît pas les idéogrammes. Donc voilà, il y a ce rapport culturel encore une fois dans la façon dont nous lisons les signes. Ici, je vous propose une série de signes. Euh, Ici, ce sont des signes. Et si vous étiez en présentiel, je vous demanderais qu'est-ce que vous voyez. Et ce que vous voyez, ce sont des prénoms. Donc, Marie, Paul, André, Agatha, ce sont des prénoms plutôt classiques, traditionnels. Je veux dire, il n'y a rien derrière, il n'y a pas de piège. Ils sont simplement ici écrits. Alors, ce que je vous montre ici va prendre tout son sens avec l'image que je vais vous montrer juste après. Ici, ce sont exactement les mêmes prénoms, mais on a habillé ces prénoms, on leur a donné une forme graphique. Et cette forme graphique, elle est associée à des valeurs, à des choses qu'on a voulu transmettre derrière. Donc là maintenant, je pourrais tout à fait poser la question de qu'est-ce qu'on retrouve derrière chacun de ces noms maintenant que je vous les montre avec la forme. Alors, euh, culturellement, maintenant, vous connaissez les marques, hein, c'est pas des marques inconnues. Euh, on a un rapport visuel avec la marque et ce qu'elle propose. Donc, je vais prendre Marie, par exemple. Donc ici, Marie, on l'a écrit en lettres calligraphiées, c'est-à-dire dessinées à la main. C'est ce qu'on va appeler du lettrage. On va avoir ce petit souligné. On va avoir ce qu'on appelle des pleins et des déliés, c'est-à-dire qu'on a une différence entre
les traits les plus épais et puis les traits les plus fins. Et puis on a ce petit cœur ici qui vient remplacer le point du i. Alors, tout ça n'est pas construit au hasard. Déjà, même rien que le nom Marie, c'est pas construit au hasard, c'est-à-dire que Marie, finalement, c'est un nom quand même relativement courant, un nom féminin. C'est le nom de la mère de toutes les mères, finalement, puisque c'est la Vierge Marie, c'est la mère de Jésus, donc c'est la maman, en fait, par excellence. C'est celle qui concocte les petits plats, et qui le fait avec amour, parce qu'elle s'occupe bien de ses enfants. Donc, déjà, le petit cœur, le rouge signifie la passion. Donc voilà, on va avoir des indicateurs aussi culturels. Et puis, pourquoi calligraphier? C'est parce que c'est le rapport, c'est fait main, c'est fait à la main. Tout simplement, c'est simple, je veux dire, c'est pas une industrie. Euh, donc on a ce rapport calligraphié qui est pas le même dans Paul, juste en dessous. Ici, Paul, même chose, c'est le boulanger. Donc Paul, c'est le gars avec ses gros bras qui pétrit la pâte pour nous faire du bon pain. Donc on a un indicateur, déjà rien que dans le nom aussi, qui est choisi. Euh, et puis le caractère qui est choisi, alors ici c'est un caractère, euh, c'est ce qu'on appelle une incise. Il est incisé, c'est comme s'il était taillé dans la pierre. Donc Paul, en fait, finalement, il représente la tradition. C'est ancré depuis longtemps. Alors en dessous, en plus, on rajoute maison de qualité fondée en 1889, mais le caractère typographique, lui, il date de l'époque de Trajan à l'époque romaine. Donc on est dans les premiers siècles après Jésus-Christ, et là on est sur de la capitale monumentale, donc on est sur quelque chose de très institutionnel, de très posé, de taillé dans la pierre et qui existe depuis longtemps. On peut faire ce même rapport avec André Aguetta, voilà, on peut le faire avec toutes les marques, finalement, derrière, on a toujours des indications. Même chose dans les formes, on va retrouver des formes euh, qui vont taper visuellement dans les yeux et qui vont rester ancrées dans le cerveau. Ici, je vous montre ça, je pense que la plupart d'entre vous ont tout de suite su de quelle marque je parlais. Je n'ai pas choisi non plus une marque que vous n'avez jamais utilisée, mais rien que le rapport de couleur permet d'avoir une étincelle cognitive qui permet à votre cerveau de dire tout de suite ah bah tiens, c'est Google. Voilà, donc Google va forcément jouer avec ça. Ici, c'est le rapport de couleur qui est un petit peu étrange, hein, c'est-à-dire qu'on a des couleurs primaires, mais c'est une association qui n'est pas non plus ultra harmonieuse. Alors vous pourrez regarder sur le logo de Google, les premiers logos de Google à la fin des années 90, c'est des couleurs encore moins travaillées. Euh, voilà, ici, on a un rapport de couleur qui est quand même assez particulier. Je vous montre ça. Là, on a une association d'une forme et d'une couleur. Vous n'avez pas le nom de la marque, mais tout le monde a tout de suite reconnu la marque Orange. Donc là, ici aussi, vous avez des biais cognitifs qui permettent tout de suite à votre cerveau de reconnaître. Alors, ça marche quand même beaucoup quand c'est une marque qui est internationalement reconnue comme Orange. Mais il a fallu quand même à la marque un peu de temps pour faire sa place. Mais quand on inonde effectivement le marché avec un symbole de ce type, forcément, après, ça reste dans la culture populaire. Ici, alors même chose, hein, vous aurez reconnu la marque de voiture japonaise. Mais moi, je trouve ça très intéressant de vous montrer ça parce que finalement, c'est une forme qui est extrêmement simple. C'est un gros triangle dans lequel on a enlevé trois petits triangles blancs. Alors il va rester les formes positives, les formes rouges, qui vont représenter une fleur peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, on part de formes très simples qui vont proposer finalement une reconnaissance immédiate. Et puis vous avez des logos, donc là vous n'avez pas le nom de la marque, mais tout le monde aussi maintenant connaît cette marque-là. Donc on est sur les cafés Starbucks, et là on part d'un symbole. Donc l'image de la sirène qui va chanter pour attirer les gens à boire un café,
On est un petit peu sur cette image-là. Et donc le logo, lui, il va évoluer, mais il va évoluer finalement en fonction de la mode. Donc c'est les formes les formes vont changer en fonction un petit peu des modes. Donc à chaque évolution du logo Starbucks, on va avoir une petite transformation par-ci par-là, mais finalement rien qui change par rapport au symbole de départ. Ici, vous avez un logo qui est aussi immédiatement reconnu. Donc là, même chose, on a, comme pour Starbucks, une image d'un petit oiseau qui chante, forme simple, et donc qui est en rapport direct avec le nom, avec l'utilisation effectivement du gazouillis, de la transmission du son, de quelque chose de court et qui est émis et qui va se transmettre. Alors là, on va rentrer vraiment dans ce qu'est une identité. Là, jusqu'ici, je vous ai montré que des logos. Ici, vous avez un élément. Enfin, là, je vous montre une photo, une image qui est un petit peu plus complexe parce qu'on parle de mode et on parle du produit directement. C'est-à-dire que vous pouvez reconnaître immédiatement de quelle marque il s'agit, rien qu'en voyant l'objet. Alors non pas par sa forme, mais par la couleur, par le motif. Donc ici, c'est un tartan. Le tartan, donc c'est un motif écossais qui permet de reconnaître les clans. Et là, tout le monde aura reconnu la marque Burberry. Donc il suffit maintenant de faire un sac avec ce motif-là, de faire une écharpe avec ce motif-là, de faire des t-shirts si vous voulez avec le motif-là. Vous pouvez faire n'importe quoi avec ce motif, vous reconnaîtrez la marque Burberry. Donc ici, là, on est vraiment dans le rôle de l'identité. Alors, je vais vous montrer d'autres éléments. Alors, la photo que je vous montre ici, elle est un petit peu vieille, hein, je suis désolé. Mais finalement, c'était une manière pour moi de vous montrer sans trop de parasites, de vous faire un peu une démonstration. Euh, Ici, on ne sait pas vraiment quelle équipe joue. Voilà, ça pourrait être l'Italie, ça peut être la France qui joue en bleu, ça peut être qui joue en blanc et rouge, ça peut être le Danemark, ça peut être la Hongrie, ça peut être l'Autriche. Il y a il y a plein de pays qui peuvent être derrière ce match international. Par contre, la seule chose qu'on peut reconnaître vraiment très clairement dans cette image-là par rapport aux joueurs, c'est la marque. C'est-à-dire qu'au-delà dans les uniformes qu'ils portent, au-delà du pays qu'ils représentent, on reconnaît tout de suite Adidas par rapport aux trois bandes donc, qui sont portées donc, en parement, à la fois sur les chaussettes, sur le maillot et puis sur les chaussures. Donc là, idem sur les chaussures. Donc Adidas, finalement, le logo d'Adidas, c'est une sorte de fleur, et puis on a trois bandes qui viennent dans cette fleur-là, et finalement, Adidas a très intelligemment et très rapidement utilisé ces trois bandes-là, alors même jusqu'à aller prendre comme slogan tout au long des années 80-90 le nom, enfin ce slogan dans les publicités, la marque aux trois bandes. Donc voilà, avec ce symbole qui est extrêmement reconnaissable sur les chaussures. Alors j'ai pas mis Nike, mais on peut effectivement parler du swoosh de Nike qui est effectivement tout à fait reconnaissable. Et puis on a Converse aussi qui va jouer avec cette étoile. Et puis qui a rajouté aussi cette petite flèche devant dans les années 90 pour qu'on puisse reconnaître encore mieux. Parce qu'une étoile, voilà, il y a beaucoup de marques qui peuvent porter une étoile. Là, Converse a rajouté ce petit symbole. Et voilà, on a plusieurs marques qui ont décidé d'intégrer dans leur identité des symboles connexes, c'est-à-dire qu'il y a un logo et puis il y a des petites choses en plus, un système finalement identitaire qui permet d'identifier la marque. Alors ici, je vous montre le principe identitaire d'une marque de vêtements, donc la maison Martin Margiela. C'est un designer belge, donc qui est extrêmement connu, en tout cas des créateurs de mode, mais qui est beaucoup moins connu par le public. Alors c'est presque finalement c'est une volonté en fait de Martin Margiela. Il fait pas d'interview, on connaît pas sa tête. Enfin en tout cas il fait même pas de sortie à la fin des défilés, on le voit pas. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement discret et qui tient à sa discrétion. Il n'y a pas de logo. C'est une marque qui n'a pas de logo. Par contre sur les vêtements on a une étiquette donc qui est blanche. D'ailleurs, voilà, le blanc
fait partie finalement de la non-identité de la marque Margiela, qui est cette non-identité, elle est totalement voulue, hein. Et cette étiquette-là, finalement, elle est juste reprise par quatre petites coutures, et finalement, l'étiquette, elle est amenée à disparaître. Donc, ce qu'on voit ici, c'est l'étiquette, donc sans nom de marque, sans rien. Par contre, vous avez un code, et chaque code correspond au type de, comment dire, au type de collection. Alors, si c'est la collection homme, ou si c'est la collection, je ne connais pas le détail, il faudra faire une petite recherche sur ce que ça signifie, mais c'est une codification du type de vêtement. Et quand on enlève l'étiquette, il reste juste ces petites coutures, ce qui veut dire que, en fait, quand vous allez dans des fripes, dans une friperie ou autre, et que vous retrouvez ces quatre petites coutures, il y a de fortes chances pour que ce soit un vêtement de chez Margiela. C'est finalement un des seuls éléments de reconnaissance. Là, je vous montre une identité que vous connaissez sans doute. C'est l'identité de Monoprix. Alors, c'est pas le logo de Monoprix. Le logo de Monoprix reste tout à fait classique. Par contre, le principe identitaire, qui a été créé au milieu des années 2000 par une agence française qui s'appelle Cléo Bureau. Et en fait, ce que Cléo Bureau a fait, c'est assez génial. C'est-à-dire qu'en fait, elle est partie du principe que les produits de marque qu'on retrouve chez Leclerc, chez Auchan ou autres, vont proposer toujours la photo du produit, on va avoir le titre, etc. Eh bien, chez Monoprix, on va enlever les photos, on va pas faire comme tout le monde, on va faire en sorte que quand on est dans le rayon, on va tout de suite reconnaître le produit Monoprix avec un grand texte écrit en grand et avec les fameuses petites phrases aussi un peu rigolotes qu'on va retrouver sur les produits. Alors, ils ont joué cette carte du tout typo euh, pendant une dizaine d'années, et puis là, depuis 4-5 ans, ils ont relâché un petit peu ça, ils sont revenus à un système où on revoit de la photo, etc. Parce que il y a quand même à mettre que le texte et à avoir enlevé la photo, on revient à un côté un peu discount, qui n'est pas nécessairement non plus le créneau, le positionnement marketing de la marque Monoprix. Donc voilà, on revient un petit peu avec la photo, mais sinon, voilà, le principe de faire le contre-coup complètement de toutes les autres marques de produits de marque, de produits d'hypermarché, c'était assez bien vu. Sur la conception d'une forme graphique pour faire un logo, j'ai tenu un petit peu à vous présenter cette visualisation-là. C'est-à-dire que quand je vous parle d'un cœur, vous allez normalement, alors je vous ai pas mis, je vous ai épargné la photo du cœur sanguinolent battant sorti de la cage thoracique. J'ai préféré vous mettre une représentation scientifique, mais voilà, un cœur en réel, c'est quand même, ça a une forme un petit peu particulière. Et puis, on a cette forme de cœur qui est ici euh, la forme de cœur que tout le monde a universellement intégrée et qui va apparaître au Moyen Âge finalement dans des représentations de tableaux dans lesquels on a cherché à simplifier la visualisation du cœur. Et donc progressivement, bah, c'est cette forme qui est apparue dans quelques tableaux du Moyen Âge qui a été reprise. Et puis progressivement qui est venue comme symbole de l'amour. Donc on a une forme graphique qui est assez simple et qui va transmettre plusieurs symboles. Et ici, vous avez donc Milton Glaser à la fin des années 70 qui a proposé cette identité pour la ville de New York. Alors au début, c'était juste une petite campagne promotionnelle pour la ville de New York. Et puis bah, aujourd'hui, 50 ans, enfin, 45 ans après, on a toujours cette identité-là sur les tasses, etc. Et le monde entier la connaît. Et on a ce I love New York. Donc moi je dis I love, mais c'est pas écrit I love, c'est écrit I heart New York, I care New York. Euh, donc c'est mon cerveau qui a intégré cette forme-là comme le love, la forme de l'amour, et voilà, qui l'a internationalement, en tout cas, identifié comme tel. Je vous propose du coup par extension ce logo qui a une petite dizaine d'années, je crois, et qui est le logo de la région Alsace, que je trouve
particulièrement bien fait parce qu'il reprend finalement la lettre A pour le monogramme du mot Alsace. Il va reprendre la forme du cœur qu'on vient de voir, qui est plus ou moins évidente, plus ou moins marquée, et puis la forme d'un élément quand même culturel assez fort de l'Alsace, à la fois la bretzel. On peut y lire aussi la forme de la coiffe alsacienne, voilà, vite fait, hein. Mais en tout cas c'est présent, et finalement l'un dans l'autre, je trouve que ce logo est assez bien fait parce que c'est une forme qui est simple, il reprend le A, et on a ces éléments derrière qui montrent que voilà, tout est là pour aimer la région Alsace. Je le trouve assez complet, assez simple, et avant de trouver un logo comme celui-ci, il y a du travail, et voilà, faut pas se dire que ça vient comme un éclair, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de dessins aussi pour arriver à une synthétisation des formes. Il y a vraiment beaucoup de travail derrière un logo comme celui-ci, ça vient pas au hasard. D'ailleurs, dans cette recherche de logo, je vous montre ici le travail d'Adrian Frutiger, qui est un graphiste typographe suisse extrêmement important dans l'histoire du graphisme français. Il est venu en France dans les années 50, et puis il a conçu énormément de formes graphiques dans l'espace français, qui ont vécu dans les années 60, 70, 80, et encore maintenant, si vous allez à l'aéroport de Roissy, le caractère typographique de tout l'aéroport, c'est un caractère qui s'appelle aujourd'hui Frutiger, qui s'appelait Roissy à l'époque, et que Frutiger a conçu spécialement pour l'aéroport de Roissy, et puis qui est utilisé enfin vous le voyez souvent, mais vous le voyez sans le voir. Eh bien, Frutiger a créé énormément de logos aussi, et voilà, il a plusieurs ouvrages que je vous invite à lire, dans lesquels il présente aussi sa façon de concevoir des logos et de travailler sur du monogramme. Et ici, donc, on a le M pour l'organisme des musées nationaux, euh, voilà, et vous avez derrière, c'est un petit peu ces recherches. Donc, avant d'arriver à une forme très très simple, il faut quand même beaucoup chercher, beaucoup explorer dans les formes, et puis travailler sur vraiment diverses formes, combiner, y aller un petit peu au hasard, travailler sur la géométrie, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à explorer. Il faut tester, il faut oser, faut remplir du carnet. Je rebondis un petit peu sur là, je suis plus dans la complexité du logo. Je rebondis sur cette notion de logotype de musée d'ailleurs, pour vous montrer le logo du musée du Louvre, qui a été réalisé par un collectif de graphistes français des années 70-80 qui s'appelait Grappus, et qui a proposé ici une vision assez forte en fait du musée, c'est-à-dire qu'au-delà d'un logo, ici on a une propulsion vraiment dans un univers. Alors c'est pas un logo simple on n'est pas dans une forme réalisable sur Illustrator en contour simple, etc. On est sur une forme très pixelisée ici. On a une image sur laquelle on va incorporer une image tramée sur laquelle on va incorporer le caractère typographique du Louvre, avec un caractère typographique qui date des 17e, 18e siècle, pour donner le côté très classique, académique, et en même temps une vision. C'est-à-dire que voilà, on a un nuage, alors qui est extirpé. Je connais pas l'histoire exacte de ce logo, mais je pense que c'est un nuage qui est sorti d'un tableau. Et voilà, il manque plus que les petits anges, et donc on se voit dans une propulsion. C'est comme une fenêtre finalement dans laquelle là le logo nous propulse. Une fenêtre avec un ciel, avec un horizon, euh, et une forte symbolique. Et puis vous avez ici un autre logo, donc créé dans les années 80 par Jean Widmer et Bruno Minari. Euh, Vous avez dans ce logo du musée d'Orsay, donc une autre vision d'un autre musée. C'est un autre type de caractère typographique qui a été choisi. Alors je vous parle pas de ça, je vous parle plutôt de ce M et ce O. Alors
On le voit peut-être pas forcément bien sur cette version-là, mais ce M et ce O sont inclus dans un carré. On va avoir finalement, euh, même chose, une ouverture de ce M et ce O. Et ce qui est constitutif aussi de l'état d'esprit de ce musée d'Orsay, c'est le caractère typographique qui est choisi. Ici, vous avez un caractère type Bodoni, qui a un caractère élégant, c'est un caractère qui est utilisé pour des magazines de mode, c'est un caractère qui représente vraiment le 19e siècle, et le chic à la 19e siècle. Donc autant dans le logo du Louvre, on avait l'académie du 18e siècle, très Louis XIV, enfin, un peu plus pompeux. Ici, on a le côté plus voilà, révolution industrielle, ce qui colle tout à fait comment dire, à l'univers du musée d'Orsay, puisque voilà, ce que vous avez au Louvre est très académique, très classique, et ce que vous avez au musée d'Orsay est très 19e, là on est plus sur les impressionnistes, etc. Et par voie d'extension toujours, j'arrive au musée de la ville de Nancy, qui utilise le même caractère typographique, Bodoni. C'est un caractère qui a été créé dans les années 90 par Rudy Bord, qui est je vous invite aussi à regarder le travail de Rudy Bord, son travail graphique, puisqu'il est à l'origine de beaucoup de signalétiques de par le monde, voilà, en France, en Allemagne, et des signalétiques qui sont vraiment euh, très importantes à connaître. Et finalement, en fait, de ce caractère Bodoni, on a le côté classique, hein, c'est voilà, c'est le côté très institutionnel de la ville de Nancy. Et puis on a cette goutte ici, cette jambe du Y qui va donc, de la gauche vers la droite, qui avance, et puis qui est voilà, une sorte d'élan. Donc là, il y a une transformation typographique. Et c'est là-dessus que je veux mettre l'accent. C'est que parfois pour faire un logo, il suffit de prendre un beau caractère typographique qui colle avec ce qu'on veut raconter et transformer juste une petite chose. Alors, ce qu'on voit le plus souvent dans ces transformations très légères, c'est le point sur le i qui devient autre chose, qui devient une feuille d'arbre ou autre chose. Donc, une petite transformation typographique peut permettre à avoir une belle identité visuelle. Je ne pouvais pas vous parler de logos sans vous parler aussi des logos un petit peu, comment dire, gadgets, dans lesquels on a une astuce. Alors ce logo de FedEx, il est assez connu pour ça. FedEx, donc bon, on ne connaît pas trop en France, mais c'est un transporteur, donc c'est des gens qui livrent hein, des colis. Euh, et en fait, bah, ils veulent représenter dans leur logo le fait qu'ils livrent vite et que, voilà, que ça bouge, que ça avance. Eh bien, peut-être que certains l'auront remarqué, mais vous avez une flèche qui est dessinée ici entre le E et le X. Donc cette flèche qui va de l'avant pour appuyer vraiment le côté express. Et puis vous avez des systèmes d'identité qui sont très riches, qui vont très très loin. Et c'est très important quand on est designer graphique de savoir aussi l'univers de ce pourquoi on travaille. Ici, l'univers de ce pourquoi les graphistes ont travaillé, alors je crois que c'est un logo qui a été réalisé par euh, un studio français qui s'appelle Graphéine. Je vous invite aussi à aller voir sur leur site, c'est très intéressant. Et ici, pour travailler sur le logo de Paris Métropole, on a travaillé sur la forme des différents départements qui composent Paris Métropole et on a joué sur la juxtaposition. Alors vous avez, là c'est une petite image que je vous livre, mais vous avez euh, une identité qui est très très large qui a été créée à partir de la superposition de tous ces éléments-là. Alors ici c'est très complexe, très touffu. Je vous recommande pas nécessairement de partir là-dedans, mais c'est plus pour vous montrer le principe quand vous travaillez sur l'identité d'une organisation, d'une association, d'une entreprise, euh, connaissez le contexte et essayez de décomposer le contexte pour savoir euh, comment le logo peut représenter ce fameux contexte. Ici, il s'agit de représenter une agglomération. Le mot agglomération, il veut bien dire ce qu'il veut dire. On agglomère, on accumule. Et donc Paris Métropole étant une agglomération, eh ben, on a joué sur ce mot d'agglomérer finalement la forme
des différents départements. Ici, c'est plutôt bien fait. Mais c'était quand même pas une idée facile à mettre en œuvre. Je vais terminer cette présentation sur les identités visuelles avec un cas de figure, un cas concret, très rapidement. C'est le nouveau logo de France Info. Alors maintenant, il a déjà quelques années, il a 4 ans, je pense. Il a commencé à vivre et je pense qu'il vit très très bien. Ce logo de France Info, il est très intéressant parce que il a, je pense, amené la marque France Info vers une nouvelle dimension. Et surtout, il est très riche de sens. Alors, je vais vous faire une rapide interprétation de ce logo. Déjà, première chose, il est sur un fond gris. Ce gris est assez particulier. C'est un beau gris. C'est un gris assez profond. Et puis, on a ce mot France Info qui est en minuscule. Donc, même chose, hein, majuscule, minuscule, ça a une importance. Toutes les formes ont une importance. Pour moi, les minuscules, c'est un dialogue. On n'est pas en train d'imposer quelque chose. Si vous écrivez quelque chose en majuscule, mettez-vous à la place de gens qui discutent sur les messageries instantanées, sur les réseaux sociaux ou autres, et écrivez votre texte en majuscule, on va vous dire mais pourquoi tu cries. Un logo, c'est pareil. Finalement, quand on écrit en majuscule, on va finalement figer. Repensez au logo de Paul qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, moi c'est Paul, moi mon nom c'est Paul, je l'écris en majuscule. Ici, France Info, on est plutôt dans le dialogue, on est plutôt dans le tutoiement. Moi j'ai plutôt tendance à penser que quand on écrit en majuscule, on vous voit, et quand on écrit en minuscule, on tutoie. Ici, on a aussi des caractères typographiques qui sont serrés les uns à côté des autres. Alors ça donne une certaine densité, une certaine importance. En plus, le caractère, il est assez gras. Donc ça lui donne quand même un petit peu d'importance et ça peut compenser le fait que le caractère typographique soit pas en majuscule. Si vous écrivez en majuscule, très gras, très serré, vous risquez de donner l'impression de vouloir imposer quelque chose. Si vous écrivez en majuscule, donc, et on reprend le principe du vouvoiement dont je vous parlais tout à l'heure, que vous l'écrivez en très très fin et que vous aérez entre chaque lettre avec un bel espace, vous risquez d'avoir moins aussi ce côté j'interpelle, je vous vois, etc. Donc pensez aussi que chaque élément peut être compensé par d'autres. Donc là, on a écrit certes en minuscule, mais c'est quand même en gras. Donc ça garde quand même de l'importance. Donc ce France Info qui est écrit en minuscule, il est écrit en blanc sur fond gris. On le voit plus rarement en gris sur fond blanc. J'ai un peu cherché, ça arrive, on le voit sur certains supports, mais c'est plus rare. Alors, pourquoi, en plus sur un gris, c'est pas une couleur qui est super sexy. Je vais peut-être revenir sur les couleurs après parce qu'il y a quand même deux autres éléments, c'est ces deux petits points qui sont eux en jaune. Donc je reste encore une fois sur les couleurs. Donc le blanc et le jaune, ce sont deux couleurs qui sont très contrastantes. C'est-à-dire que le blanc et le jaune envoient quasiment la même intensité sur un fond noir ou sur un fond foncé. Donc ça c'est assez intéressant. C'est-à-dire que le jaune il n'est pas perdu, il n'est pas plus foncé que le blanc, pas beaucoup plus en tout cas. Ils interpellent les deux de la même façon, donc ça fonctionne aussi plutôt pas mal. Ce blanc et ce jaune, ils sont sur fond gris parce qu'ils viennent éclairer. En gros, ce que ce logo veut dire, c'est que sur ce fond de brouillard, où on comprend rien, où tout est... D'ailleurs, on parle sur France Info, on parle d'actualité, donc l'actualité, elle est souvent un peu plombante. C'est souvent un peu triste. Donc ce gris, il représente ça. Il représente finalement le brouillard d'informations dans lequel on peut vite se noyer en tant qu'auditeur, en tant que personne qui a envie de se renseigner. France Info, c'est la lumière dans ce gris. Et ces deux petits points, ce sont comme deux phares. Voilà, donc là, le rapport colorimétrique, il a un sens absolu. C'est-à-dire que rien n'est construit au hasard. C'est tout ce que je vous raconte là est maîtrisé. Je vais passer maintenant à cette image-là.
France Info, deux points, ouvrez l'info. Donc là maintenant on comprend l'histoire de ces deux points jaunes. C'est France Info, deux points. Donc on utilise la ponctuation. Donc en français, quand on utilise les deux points, ça veut dire qu'on explique. Préparez-vous, je vais expliquer. Deux points. Et là, je commence à expliquer. Donc finalement, ces deux points, on a réussi à trouver un langage qui est universel, qui est extrêmement simple visuellement et qui s'applique à plein de situations. Alors ce que vous voyez là ici, en plus, c'est une des façons dont les graphistes ont envisagé l'utilisation du logo. Alors, je vous montre les affiches. La première affiche, informer toujours, déformer jamais. Donc on va retrouver ces deux petits points. Et puis on va voir finalement à la lumière d'une information claire, on va avoir son ombre qui peut elle être déformée. Donc la déformation de l'info, c'est une thématique sur laquelle on a joué. En design graphique, c'est très important de jouer sur le sens des mots. Un synonyme est très important parce que deux mots, dans la langue française, ont deux significations différentes, même si les significations sont très infimes. Donc moi, je vous invite, en tant que designer graphique, à travailler avec un dictionnaire des synonymes et puis d'explorer les différents champs de mots qu'on peut avoir. Et puis les champs connexes, c'est-à-dire information, là voilà, démêler l'info, ici on en parle souvent, donc déformer l'info, et on va jouer comme ça sur tous les champs lexicaux connexes comment dire, à la thématique de l'information, et on va créer des images avec ça. Et puis on va reprendre ce principe des deux points. Donc là, on vous aide à démêler le vrai de l'info. Donc en gros, parmi encore une fois le brouillard d'information, on a ces deux points qui s'éclairent dans la nuit. Dernière affiche, dernière déclinaison finalement de tout le système France Info. Cette affiche-là, donc à quoi bon être le premier à savoir si on est le dernier à comprendre. Bon, on va jouer avec des petits smileys. Ce qui est intéressant dans cette image-là aussi, c'est de comprendre comment une intégration d'un travail graphique dans ce qu'on va appeler un mock-up, c'est-à-dire une image de mise en situation, parce que là, c'est pas la photo du vrai abribus, c'est ce qu'on appelle un mock-up, c'est un template. Donc ça se fait relativement facilement à partir du moment où on a un petit peu commencé à travailler sur Photoshop et qu'on a compris les histoires de calque. Donc là, mettez-vous en tête un petit peu d'apprendre assez rapidement à faire des mock-ups parce que ça va propulser forcément à un moment donné votre client dans votre proposition graphique. Et puis, dernière déclinaison de ce logo France Info, c'est l'identité globale de toutes les chaînes d'information qui sont elles aussi soumises ce sont des chaînes d'état, c'est de l'information d'état. Donc là, en fait, l'ensemble des déclinaisons dans un caractère typographique qui est assez neutre. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le caractère typographique, c'est ce qu'on appelle un caractère linéal. Il ne renvoie aucun... Il n'y a pas d'empattement, donc il n'est pas classique. Il n'est pas fantaisie pour un sou, c'est-à-dire il n'y a pas de détail dans ce caractère typographique qui est soumis à une contestation. Alors le caractère Helvetica, il ressemble un petit peu à ça, un caractère qu'on peut utiliser un petit peu partout. Là, ce caractère ici, il est un peu, comment dire, incontestable. Voilà, il ne soulève aucun. On va pas faire de scandale avec ça, quoi. Donc là, après, c'est juste la couleur qui va changer. Et on va identifier la chaîne en fonction de la couleur et puis en fonction du caractère typographique. Donc voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous sera utile. Et voilà, il n'y a plus qu'à réaliser vos identités. Alors après, il y a plein d'ingrédients. C'est les enseignants maintenant qui vont vous guider. Travaillez avec des références toujours. Donc là, ce que je viens de vous montrer, ce sont des références. Mais ne cherchez pas dans les références à copier, à faire pareil. Cherchez plutôt des systèmes intelligents. Et surtout, encore une fois, je reviens là-dessus, faites toujours bien un bon cahier des charges à la base, une bonne exploration de
pour qui vous travaillez, de votre situation, de votre contexte, votre proposition n'en sera que largement meilleure. Voilà, je vous dis à très bientôt et bon courage de design graphique.